Donc, on va pouvoir commencer cette session. Donc, merci déjà pour votre participation au questionnaire, ça nous aidera beaucoup. Alors, aujourd'hui, on va décrypter les enjeux de l'impression 3D pour la production de séries. Donc, l'objectif, en fait, ça va être de comprendre comment on peut utiliser la technologie de fabrication additive en pré-série ou en série et de voir un peu son utilisation par rapport à d'autres procédés de fabrication qui vont être plus traditionnels. Donc, je me présente rapidement avant de commencer. Donc, moi, je suis Mélanie Renard, la rédactrice en chef chez 3D Native. 3D Native, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme média dédiée à la fabrication additive, donc sur laquelle vous allez retrouver de l'actualité, mais aussi un comparateur de machines, un job board, un annuaire des professionnels et un agenda. On a développé un site en français, en anglais, en allemand et en espagnol qui rassemble plus de 500 000 visiteurs aujourd'hui par mois. Je suis accompagnée, donc comme je le disais, de Quentin Kienner, qui est le fondateur et le président de la société 3D Prod. 3D Prod, c'est un service d'impression 3D français qui a été créé en 2005 et qui maîtrise aujourd'hui une large gamme de technologies. Donc le frittage laser, la stéréolithographie, multijet de fusion, le dépôt de film, mais aussi le multijet ou la coulée sous vide. Donc 3D Prod propose notamment aux clients de gérer en fait l'ensemble de leur processus en ligne et de recevoir directement leurs pièces chez eux. 3D Prod est capable aujourd'hui de gérer plusieurs tailles de pièces, mais aussi en quantité différentes, que ce soit donc pour du prototypage, de la maquette, mais aussi donc de la production en pré-série et série, et c'est ce qui évidemment va nous intéresser aujourd'hui. Donc, je rappelle rapidement notre agenda. Donc, vous avez pu participer au sondage. On va décrypter rapidement les enjeux de l'impression 3D pour la production de séries. Donc, quel est son intérêt, ses avantages, ses limites. Et Quentin nous présentera des retours d'expérience concrets où l'impression 3D a été utilisée. Et ensuite, on gardera un moment à la fin de ce webinaire pour avoir des questions avec Quentin et moi-même. N'hésitez pas, si pendant le webinaire, quelque chose vous vient à l'esprit, de le mettre dans le chat. Voilà, c'est fait pour ça, il faut que ce soit un peu dynamique. Alors, on va tout de suite commencer par une petite introduction, notamment sur la place donc, de l'impression 3D sur le marché de la fabrication. Alors, quand on parle de production, il faut bien garder à l'esprit que la fabrication additive ne représente qu'une toute petite partie du marché total de la fabrication. Celui-ci, il est évalué à 12,7 milliards de dollars en 2018. Donc, ce sont des chiffres qui proviennent de l'étude 3D Printing Trends qui a été réalisée par 3D Hubs. Et la fabrication additive ne représente que 0,1% de la totalité de ce marché. Alors, on observe une croissance de la technologie, bien évidemment, avec de plus en plus de professionnels et d'industriels qui se l'approprient et qui l'intègrent dans leur cycle de production. Mais ça reste assez timide, surtout que beaucoup d'entreprises vont se tourner en fait vers des prestataires au lieu d'investir dans les technologies à proprement parler. Parmi les autres procédés donc, de fabrication, on retrouve principalement l'injection plastique, l'usinage CNC, la gravure laser. On reviendra sur ces différents procédés par la suite. On constate dans la plupart des cas, bien évidemment, que ces procédés sont complémentaires et qu'on vient utiliser l'impression 3D comme un outil, en fait, en plus donc de ces procédés plus classiques. Donc, je pense que Quentin nous en dira davantage tout à l'heure avec des retours d'expérience concrets. Mais je voulais juste, en fait, vous mettre quelques exemples ici qui viennent appuyer cette complémentarité. Typiquement, l'entreprise ProMolding, donc c'est une entreprise néerlandaise qui s'est spécialisée dans la fabrication de pièces plastiques et qui a rapidement développé un service baptisé P3D et avec une technologie qui s'appelle PRIM pour Printed Injection Mold. En fait, si vous voulez, l'entreprise elle a eu recours à l'impression 3D pour produire l'ensemble de ces moules en plastique dans lesquels sont injectées la matière plastique pour concevoir le produit final. Là, dans ce cas-là, c'est des boîtiers de capteurs, tout simplement. Donc, c'est des produits qui restent assez simples, mais je voulais vous montrer que, en fait, l'entreprise, c'était pas son cœur de métier, mais elle a
carrément développé tout un service dédié à ça. Elle a réussi quand même à réduire en moyenne de 93% ses délais de fabrication et d'être plus agile finalement. Enfin, je prendrai un dernier exemple. C'est celui de Hybrid Manufacturing Technologies qui, en fait, comme son nom l'indique, a conçu une machine hybride qui vient combiner différents procédés de fabrication, donc soustractifs et additifs sur du métal. Donc, on a plusieurs têtes, vous le voyez bien là sur le slide. Vous avez 7 têtes d'impression différentes, qui permettent de combiner donc précision de l'usinage avec la liberté de forme de l'impression 3D. Maintenant, si on se penche un peu sur les chiffres, on constate que ceux qui ont recours à la fabrication additive utilisent généralement en complément de l'impression 3D, donc l'usinage CNC pour 50% environ, suivi par la gravure laser à 45% et l'injection plastique à 24%. En fait, si vous voulez, il est assez rare de voir que tout est fait par simple fabrication additive et qu'au bout d'un moment, on aura forcément besoin d'un procédé plus classique. Côté application maintenant de la fabrication additive, je pense que vous le savez tous, mais on s'est progressivement déplacé du prototypage rapide à une production en série. Le dernier rapport de Sculteo, donc The State of 3D Printing, le mettait bien en lumière puisqu'il montrait que 38,7% des utilisateurs de la fabrication additive y avaient recours pour la production en 2017. Une proportion qui est montée à 51% l'année dernière. Donc, c'est pas étonnant finalement de voir que progressivement, le marché du prototypage devient de plus en plus petit. Il est d'ailleurs évalué à 10 millions de dollars à peu près, au profit donc de la production de petites séries. On est loin d'une production de masse, cela dit, tout simplement parce que la technologie reste assez lente et qu'il y a encore quelques freins quand il s'agit de faire du volume. Vous le voyez d'ailleurs dans les chiffres que je vous ai mis ici. Dès qu'on dépasse les 100 pièces à fabriquer, les professionnels sont plus réticents quant à l'utilisation de l'impression 3D. Et voilà, il y a 90% des participants à l'étude de 3D Printing Trends qui expliquaient qu'ils ne considéraient même pas l'impression 3D s'ils avaient plus de 100 pièces à fabriquer. Enfin, je terminerai cette petite introduction par les avantages et les limites en fait à l'adoption de l'impression 3D. Si ma slide veut bien se charger, voilà, parfait. Je pense que le premier point indéniable, c'est au sujet de la technologie, en fait, c'est de dire que l'impression 3D permet aujourd'hui de créer des géométries beaucoup plus complexes. Vous voyez bien, on va pouvoir créer des détails plus fins, même des pièces avec des canaux intégrés, des structures lattices. Et finalement, on peut le faire autant de fois que nécessaire, puisque on n'a pas besoin de créer un moule, on va juste changer le fichier 3D. Donc, il y a vraiment des itérations qui sont rapides pour des pièces complexes. Enfin, troisième avantage et qui est souvent clé, c'est la réduction des délais de production. On en parlait tout à l'heure avec l'exemple de ProMolding, mais finalement, on est capable avec la fabrication additive d'avoir des preuves de concept et donc de ce qui va faciliter le développement du produit. On va perdre aussi moins de temps du côté de la chaîne d'approvisionnement puisque tout va être dématérialisé. Donc, on va davantage vers une production locale avec moins d'échanges à droite à gauche. Par exemple, je suis plus obligée d'avoir un fournisseur en Chine qui va me fournir telle pièce pour que je la reproduise. En fait, on peut tout faire localement. Donc forcément, ça va réduire le temps de fabrication au global. Après, côté limite d'adoption, les questions de coût d'entrée reviennent souvent. On sait que les machines industrielles coûtent cher. On peut aller jusqu'à des centaines de milliers, voire des millions d'euros. Et c'est un peu pareil pour les matériaux. Si on veut quelque chose de plus technique, là, il va falloir mettre plus d'argent. Ça va aussi dépendre du projet qu'on va vouloir développer. Est-ce qu'on va utiliser la technologie d'impression 3D souvent? Quel est notre volume à produire? Est-ce que ce qu'on imprime est complexe? Voilà, donc c'est des questions qui vont rentrer en compte et qui souvent, pour les professionnels, sont une barrière à l'entrée. Deuxième frein, c'est le manque de connaissances. On entend aujourd'hui beaucoup dire que les professionnels industriels ne sont pas formés à la technologie, ce qui va freiner donc du coup leur adoption. Beaucoup d'entreprises sont réticentes à l'idée d'investir dans une machine,
souvent par manque de confiance finalement dans la technologie, même si on observe une tendance qui s'inverse au fur et à mesure des années. On observe une certaine dynamique quand même dans la formation. Il y a davantage d'initiatives qui sont lancées pour en fait combler ce gap de connaissances. Et on observe surtout une hausse des recrutements dans le secteur, ce qui est plutôt bon signe. Et enfin, pour terminer, le troisième frein qui a été identifié donc par l'étude de Sculteo, c'est la disponibilité des matériaux. Ces dernières années, on a vraiment vu un développement côté fabrication additive métal, avec des nouveaux acteurs qui ont voulu bouleverser l'industrie en la rendant beaucoup plus accessible. Et en fait, on s'est vite rendu compte que l'avenir, finalement, était dans les matériaux, particulièrement dans les polymères. Et on a un réel travail qui commence à se faire voilà, dans le développement de plastiques plus performants. Donc les thermoplastiques haute performance, on parle de PIC, de PEC, d'Ultem, mais aussi des matériaux composites qui vont être chargés en fibres de carbone, en fibres de verre. Donc ça reste un frein aujourd'hui, mais je pense que voilà, dans quelques années, cette barrière, elle sera peut-être plus facile à lever. Je vais laisser la parole à Quentin maintenant, qui va nous parler en fait des enjeux liés à l'impression 3D dans la production de séries et qui nous présentera des cas clients concrets pour mieux comprendre ces enjeux-là. Donc Quentin, je vous laisse la parole. J'ai beaucoup parlé. C'est à vous. Ça marche. Merci. Bonjour à tous. Donc oui, on va rentrer un petit peu plus dans le détail pour comprendre et essayer d'identifier les critères qui permettent d'évaluer l'intérêt de l'utilisation de l'impression 3D pour la fabrication de pièces série. Alors, on va se limiter, vu le temps que l'on a, au domaine de la fabrication de pièces plastiques. Il y a déjà plusieurs dizaines de technologies d'impression 3D dans ce domaine-là. Et on va comparer ces technologies d'impression 3D à la technologie majeure de production de pièces plastiques, dans un environnement industriel aujourd'hui, qui est l'injection thermoplastique. Donc, dans un premier temps, il faut comprendre un petit peu l'enjeu. On a, comme je disais, énormément de technologies. On a plusieurs dizaines de technologies sur les matériaux plastiques. On a grosso modo 3 grosses familles, les matériaux liquides, les matériaux sous forme de poudre et le fil. Dans la famille des matériaux liquides, on a plusieurs technos, le SLA, le PolyJet, le DLP. Au niveau des poudres, on a deux technologies majeures que vous connaissez peut-être, le SLS, le frittage laser de poudre, et le MJF, qui est la technologie HP, qui est une sorte de fusion chimique. Et enfin, au niveau du dépôt de fil, il n'y a pas énormément de variantes technologiques. En revanche, l'intérêt là est de pouvoir avoir un panel de matériaux extrêmement large. Tous ces processus sont des processus assez nouveaux. Donc finalement, on a assez peu de recul, une trentaine d'années, sur ces fabrications-là. Et on a un marketing et une communication assez forte qui s'est intensifiée sur les dernières années des différents acteurs, fabricants, pour faire connaître leur technologie, et ça c'est bien normal, et participer également d'une certaine manière à l'évangélisation et à l'éducation du marché. Donc tout ça, au final, ça génère une lecture qui est peut-être un peu difficile et délicate pour celui qui se demande si il est intéressant de fabriquer ses pièces en impression 3D au lieu de les fabriquer à l'aide de technologies traditionnelles. Donc, pour pouvoir avoir une idée de ce qu'on peut en faire, il est important déjà, à mon sens, de se limiter au processus additif industriel et de mettre de côté tout ce qui est machine de bureau. Ensuite, l'idée est de prendre un ou deux projets et de se dire la pièce dans sa version actuelle, j'essaye de voir s'il est possible de la fabriquer en impression 3D et quels vont être les avantages que cela peut me procurer et également quelles seront les limites de cette fabrication-là. Une fois que l'on a un petit peu mieux appréhendé les technologies, on peut réfléchir à une deuxième étape de travail qui consiste à dire maintenant que je sais que je vais utiliser l'impression 3D pour cette technologie, cette pièce-là, je démarre un peu plus en amont et je modifie le design de ma pièce de manière à tirer toute la quintessence de l'impression 3D en ayant une géométrie allégée, une structure lattice, etc. Bref, au final, à mon sens aujourd'hui, pour pouvoir comprendre et savoir si l'impression 3D est un moyen de production pour ses propres besoins, il faut pouvoir considérer
la technologie comme une technologie de fabrication à part entière. On sait très bien aujourd'hui ce qu'est capable de faire l'injection plastique, on sait ce qu'est capable de faire l'usinage, le thermoformage, l'extrusion soufflage et autres. Il faut pouvoir en arriver à la même situation avec l'impression 3D. Alors, rapidement, pour comprendre la différence entre l'injection et l'impression 3D, l'injection plastique est une technologie très ancienne, fin du 19e siècle, son apparition, industrialisation au milieu du XXe siècle, et on est aujourd'hui au XXIe siècle avec une implantation extrêmement massive, énormément de sites de production et énormément de machines installées qui produisent des millions de pièces, des dizaines de millions de pièces chaque année. Cette technologie est une technologie qui apporte une assez forte productivité. Pourquoi? Parce que si je prends l'exemple, par exemple, d'un bouchon de bouteille fabriqué sur un moule 96 empreintes, rapporté à la pièce, le temps de fabrication d'une pièce est de l'ordre de quelques centièmes de seconde. Là où on va être plutôt, au niveau de l'impression 3D, à quelques dizaines de secondes, voire quelques minutes. On a également, au-delà de cette productivité, une très forte automatisation des process en amont et en aval. En amont, préparation matière, apport d'inserts, marquage et autres, pour tout ce qui touche au marquage in mold. Et en aval, c'est tout ce qui touche à la manipulation des pièces, à l'assemblage des pièces et au conditionnement des pièces. Et enfin, on n'a pas de post-traitement puisque la pièce peut être utilisée telle qu'elle, sortie du moule. On a au niveau des fournisseurs de nombreux fabricants, ce qui permet d'avoir une bonne compétitivité au niveau des prix, et puis une industrialisation assez poussée de la fabrication de machines, puisqu'en fait, il y a énormément de machines qui sont fabriquées à l'année sur ce processus-là, ce qui participe aussi à obtenir finalement un niveau de prix et un prix de revient à la pièce bas. Comparé à ça, l'impression 3D est une technologie très récente, je le disais, elle a grosso modo une trentaine d'années d'existence. Elle est apparue vers 1980-83 au travers de la stéréolithographie. On a vu depuis apparaître un certain nombre d'autres technologies dont j'ai parlé tout à l'heure pour, depuis quelques années, vivre une petite explosion de la notoriété liée à deux choses principalement. C'est qu'un certain nombre de brevets sont tombés dans le domaine public et donc ont permis à de nouveaux acteurs d'entrer sur le marché en proposant des machines plus abordables. Et enfin, une communication assez forte qui a été faite autour de cette technologie pour, quelque part, arriver à une situation aujourd'hui où elle est en train de se démocratiser. Bon. L'inconvénient, entre guillemets, c'est qu'elle conserve aujourd'hui une productivité assez faible, ça progresse d'année en année, mais on a une productivité qui est plutôt plus faible que ce qu'on peut trouver en injection plastique, avec une faible automatisation en amont et en aval. Là aussi, on progresse, on commence à voir des choses un peu plus industrielles qui apparaissent, mais on a quand même un niveau d'automatisation comparativement à l'injection plastique qui reste assez faible. Enfin, au niveau des fabricants, on a un nombre assez important de fabricants avec, comme je le disais, des offres de production industrielle qui commencent à apparaître. Structure de coût, c'est un élément important aussi pour comprendre et évaluer l'intérêt de l'impression 3D par rapport à l'injection plastique. Injection plastique, on doit investir dans un moule, donc il y a un coût à l'entrée fixe assez important. Le mode de fabrication, le fait qu'on doive monter ce moule sur une presse génère un minimum de lancement, c'est-à-dire qu'on ne lance pas une prod pour une seule pièce, il faut fabriquer un minimum de pièces. En revanche, une fois qu'on a dépassé ce stade, le coût à la pièce est très faible puisque on a des cadences élevées et des coûts de matériaux qui sont assez bas. L'impression 3D en parallèle ne nécessite aucun outillage, donc ça c'est un véritable avantage de flexibilité et de réactivité. Pas de minimum de lancement également. En revanche, un coût pièce un tout petit peu plus élevé, on ne parle pas du prix du moule, uniquement du prix de la pièce, dans la mesure où le processus est un petit peu moins rapide et que les prix des matériaux sont un peu plus élevés. Au final, ça nous amène sur un ensemble de critères qu'il faut passer en revue avant de pouvoir faire son choix et se dire si l'impression 3D est une solution ou non à la production de pièces. Il y a dans un premier temps des critères globaux, quelles sont les quantités de pièces que j'ai à produire et quel est l'encombrement de la pièce. On constate, nous, sur tous les projets qui nous sont confiés par nos clients, projets de production série sur lesquels on a des commandes régulières,
que grosso modo, on est sur des quantités de pièces de l'ordre de quelques centaines ou quelques milliers de pièces. Il y a des cas très particuliers où on peut aller au-delà, mais dans la majorité des cas, ça se situe dans cette fourchette. Et qu'au niveau de l'encombrement de la pièce, on va être sur des pièces quand même de plutôt petite taille pour que ce soit intéressant économiquement parlant, avec un encombrement qui tient à peu près dans l'encombrement d'un paquet de cigarettes, pour prendre un exemple. D'autres critères sont à prendre en compte, ce sont les caractéristiques mécaniques. Est-ce que je trouve dans l'impression 3D le binôme technologie matériaux qui me permet de répondre à mes caractéristiques mécaniques? Est-ce que les tolérances que j'obtiens me conviennent également? On est généralement sur des tolérances de classe normale. Si on prend la norme NFT 58000 qui est la norme de l'injection plastique, on sait garantir en impression 3D des tolérances de classe normale. Ensuite, l'état de surface est un élément important puisque moins j'ai à reprendre ma pièce et à faire du post-traitement, plus son coût va être réduit. Donc il faut essayer, dans la majorité des cas, et vous le verrez dans les exemples qui vont suivre, d'utiliser la pièce dans une finition brute sans avoir besoin de faire un apprêtage, ponçage ou un traitement particulier de surface. Au D'ailleurs, niveau... Quentin, Oui. excusez-moi, j'ai peut-être une petite question concernant justement cet état de surface et le post-traitement. Est-ce qu'aujourd'hui, 3D Prod, vous proposez des solutions de post-traitement? Alors bien évidemment, aujourd'hui notre Mm. activité, elle est majoritairement, prototype. C'est-à-dire qu'on fabrique, le plus gros de notre volume aujourd'hui reste quand même le prototype, la maquette, le modèle. On voit 2 gros marchés qui se développent, sur lesquels on est positionné, la petite série et la fabrication d'outillage. Maintenant, dans le domaine du prototype, on est tout à fait en mesure et on fournit au quotidien des prestations de finition, de traitement, d'assemblage de pièces, pour faire des maquettes complètes. Et on peut Mm. également apporter ces solutions-là à la fabrication de petites séries. En revanche, ça renchérit le coût de la pièce et ça réduit le point de bascule au-delà duquel il est intéressant de rebasculer sur un processus de fabrication traditionnel. Donc, on se rend compte, c'est possible techniquement, il n'y a aucun souci, mais on se rend compte dans les projets que globalement, la finition brute est ce qui est le plus fréquent. On fait rarement de D'accord. post-traitement. Le post-traitement de base, c'est une peinture ou une teinture de manière à avoir une couleur raccord avec l'environnement ou le produit, mais on fait rarement de finition plus poussée que ça sur la fabrication de petites séries. Donc, Ok, pour merci. revenir à mes critères, au final, des critères également opérationnels. Quels sont les délais de production et la réactivité que j'ai besoin sur la fabrication de série, et est-ce que ma pièce va évoluer au cours de sa vie, ce qui là aussi a une influence assez importante, puisque dans le cadre de l'injection plastique, il y a nécessité de modifier un outillage, alors que au niveau de l'impression 3D, dans la mesure où je reste à peu près dans la même volumétrie et le même encombrement, le coût de ma pièce ne va pas changer. Donc, on va maintenant passer en revue un certain nombre de projets de fabrication qui existent chez nous. Le premier concerne un relais statique, qui est une pièce qui est un produit de commande de puissance. C'est un ensemble qui est monté dans une armoire électrique et on fabrique le couvercle de ce relais-là. Cette pièce, on va pouvoir la voir au niveau de la vidéo. C'est une pièce qui est fabriquée en frittage laser de poudre, polyamide chargé vert. Vous l'avez dans sa version brute, donc ça c'est la partie supérieure. Le client, lui, fait le marquage que vous avez vu sur la photo. Si on retourne la pièce et qu'on regarde l'intérieur de la pièce, on va pouvoir voir le léger effet de stratification. On est donc sur un processus frittage laser de poudre sur lequel on est sur des couches d'1 dixième de millimètre. Donc on a une très légère stratification. Et vous le voyez sur les parties supérieures des fûts, par exemple, une très légère granulosité liée au processus frittage qui donne au niveau de l'aspect un très léger grainage. Bon, alors là, ça pixelise un petit peu. Très léger grainage de surface. Mais au niveau fonctionnel, ces deux éléments-là ne sont pas gênants
la pièce est tout aussi fonctionnelle qu'elle ne pourrait l'être si on avait fait de l'injection plastique. Et au final, on fabrique donc sur ce projet-là 300 pièces par an, avec, comme je l'ai dit, simplement une finition peinture. Le point de bascule, on l'estime à peu près à 1500 pièces. La pièce coûte environ une dizaine d'euros sur les volumes dont on parle là. Et avant qu'il soit intéressant de basculer en injection plastique, on peut imaginer sans aucun problème fabriquer 1500 pièces. Le deuxième projet, c'est un ensemble de fixation, un ensemble de 2 pièces qui permet de venir fixer un dossier sur une structure métallique de chaise. Donc on a une pièce qui est fixée sur le dossier, une pièce qui est fixée sur la structure métallique pour venir ensuite assembler le dossier sur la chaise. Ce sont des pièces qui sont fabriquées toujours en fritage pour ce cas de figure-là. En revanche, on travaille sur un matériau non chargé cette fois. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'avoir une bonne résistance au choc et une bonne résistance à l'arrachement. Donc on va pouvoir voir ces 2 pièces également sur la vidéo. Ce sont 2 pièces qui sont également utilisées sans finition de surface, brute. On a une teinture noire qui est appliquée sur l'ensemble de ces 2 pièces et vous voyez que sur la pièce qui est en bas de l'écran, on a là aussi un léger grain, une granulosité de surface. Il n'y a pas d'effet de stratification puisque les pièces sont montées à plat. Et ça, c'est assez important puisque les pièces coulissant l'une dans l'autre, il est important qu'on n'ait pas de retenue au niveau du mouvement. Mais moyennant cette bonne orientation de la pièce en fabrication, on peut imaginer l'utiliser brute, sans finition particulière, au-delà du simple traitement de teinture. Cette pièce, cet ensemble est un ensemble qui revient à peu près à 5 € dans les volumétries envisagées et qui nous amène à un point de bascule avant de pouvoir commencer à réfléchir à l'injection, point de bascule autour de 3000 ensembles. Et là, pardon, excusez-moi Quentin, j'ai une petite question concernant plutôt le temps finalement d'impression. Vous lancez une impression, vous êtes capable de concevoir combien de pièces? Je ne me rends pas en termes de dimension. Je vois qu'elles sont assez petites. Donc sur un plateau, vous en mettez combien? Alors là, on est donc sur une technologie frittage laser. Donc en fait, on a des bacs et des volumes en 3D, plus que juste un plateau 2D. Donc on met dans une fabrication plusieurs centaines de pièces. Et aujourd'hui, il est vrai qu'on a un petit peu deux modes de fonctionnement. L'un sur le proto, sur lequel on a un ensemble de pièces avec des géométries très très différentes et avec une exigence délai qui est assez forte. Et de l'autre côté, des fabrications plus série sur lesquelles on peut travailler de manière très poussée l'arrangement et l'aménagement du gâteau de manière à obtenir des prix de revient les plus bas possibles. Mais là-dessus, on a une contrainte de délai un peu moins forte. Et donc, du coup, pour répondre à votre question, quand on est sur des fabrications série, en quantité importante, on met sur des pièces de ce type-là plusieurs centaines de pièces par fabrication. Alors juste, je vois qu'il y a des questions par rapport au point de bascule. Le point de bascule est déterminé selon le délai et coût de fabrication par rapport aux autres technologies. C'est une question de Alors, Julien. le point de bascule est calculé uniquement, évalué uniquement par rapport à une contrainte économique. On ne parle pas du tout là de délai et de réactivité ou de modification d'outillage, comme j'ai pu en parler précédemment, lié à l'évolution de la géométrie de la pièce. Là, c'est juste de se dire, grosso modo, j'ai un ensemble qui coûte 5 € en impression 3D, je n'ai pas de coût d'outillage, d'accord. Si je fabrique moins de 3000 pièces, c'est plus économique de rester sur l'impression 3D. Dès que je vais avoir besoin de fabriquer plus que 3000 pièces, là, il peut être intéressant de réfléchir à l'injection plastique parce que économiquement, en intégrant le coût de bouclillage, le prix de la pièce commence à être plus intéressant en injection plastique au-delà de 3000 qu'en impression 3D. Donc c'est vraiment sur un seul critère économique. Bien évidemment, il faut contrebalancer ça avec le délai de fabrication, les besoins d'évolution de la pièce. Ça, typiquement, si on prend ce cas-là, c'est un produit qui démarre. Il est tout à fait possible qu'au-delà de 500 pièces, notre client se dise ah bah tiens, j'ai pas le bon serrage, j'ai pas le bon jeu d'assemblage, il faudrait que je modifie ma pièce. Et là, pour le coup, il modifie son design, il modifie son fichier, il nous le renvoie, et pour exactement le même coût,
il refabrique 500 pièces. Donc il y a une flexibilité dans la mise au point et dans le démarrage des projets qui est assez forte avec l'impression 3D, c'est certain. Et justement, ça va permettre de rebondir sur une question de Jean-Louis qui se demandait qui prenait en charge la conception des pièces, si c'était le client ou si vous étiez en mesure finalement chez 3D Prod de l'accompagner dans tout ce travail de modélisation. Alors, on est majoritairement sur un marché B2B aujourd'hui, hein, quasi exclusivement. Non pas qu'on le souhaite, mais en tout cas, c'est le marché qui veut ça. Il y a énormément de consommation dans un marché de B2B aujourd'hui. Donc, en fait, nos clients ont généralement, dans la majorité des cas, la capacité de modéliser, et souhaitent d'ailleurs le faire, modéliser leurs produits en interne. On est tout à fait capable de les accompagner à deux niveaux. Le premier, c'est sur une conception totale de pièces, bien évidemment, quand le client n'est pas en mesure de la faire. Et également à un deuxième niveau qui est peut-être un peu plus fréquent, qui est celui qui consiste à dire, vous avez une pièce qui est modélisée, peut-être plus pour de l'injection plastique ou de l'usinage, et on va vous accompagner pour la faire évoluer de manière à peut-être utiliser l'intérêt de l'impression 3D, ça c'est un premier point, et également éviter les problèmes liés aux épaisseurs minimum de parois et aux problèmes de dépoudrage qu'on peut rencontrer dans l'impression 3D. Bref, c'est redesigner cette pièce, parfois c'est pas très compliqué, hein, c'est des modifications assez simples, mais la faire évoluer pour qu'elle soit imprimable de manière fiable, robuste et répétable en impression 3D. Parce que clairement, au niveau de la petite série, c'est ça le sujet, c'est ça le challenge, c'est d'être capable de produire de manière fiable, répétable, des pièces de qualité. D'accord, donc finalement, tout ce qui va être la partie design a une importance capitale sur l'optimisation du processus d'impression. J'imagine que ça va voilà, rentrer en compte quand on va choisir notre procédé de fabrication. Alors, capital, je n'irai pas jusque-là. Elle est importante, la partie design est importante, mais si on prend l'exemple de cette pièce, typiquement, je ne crois pas qu'on ait fait d'aménagement spécifique. C'est une pièce assez simple qui pourrait être fabriquée en l'état en injection plastique. Elle est un petit peu compliquée à fabriquer parce qu'elle nécessite des moules avec mouvement. Mais en revanche, finalement, elle est petite. Il n'y a pas vraiment énormément d'optimisation à faire. En revanche, sur d'autres pièces un peu plus complexes, avec des géométries plus complexes, là oui, on va avoir un gain assez significatif si on modifie le design. Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. On peut la regarder à nouveau sur la vidéo. C'est une pièce. Bon, on ne peut pas trop travailler sur les épaisseurs, on ne peut pas trop faire de structure lattice. On a un glissement d'une pièce dans l'autre. Il faut quand même un petit peu de matière pour qu'elle soit résistante et qu'elle résiste à l'arrachement. Donc non, il y a typiquement sur ce projet-là, en termes de design, on n'a pas fait grand-chose. Ok. Alors ensuite, on a l'exemple d'un petit boîtier. Donc là, c'est intéressant ce sujet-là parce qu'en fait, il n'y a aucune finition. Le client, pour réduire le coût de la pièce au maximum, a souhaité utiliser la pièce dans sa version la plus brute qui soit, qui est une pièce uniquement dépoudrée, sablée. On est sur une technologie de frittage laser. On va peut-être pouvoir voir la pièce également à la vidéo. Sur un matériau donc, qui est le polyamide 12, donc matériau blanc d'origine. On a un ensemble que l'on fabrique à 100 exemplaires par an. Donc là, on a un boîtier un peu plus gros que ce que vous avez vu. Il y a des quantités qui sont un peu plus faibles et donc un coût de revient qui est un peu plus élevé. On est autour de 15 € par pièce et un point de bascule qui, lui, se situe aux alentours de 1500 pièces. Je veux juste faire un petit rappel pour les questions. On y reviendra à la fin. Vous inquiétez pas hein, pour toutes vos questions qui ont été posées dans le chat. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. On y reviendra après. Merci. Ok, ça marche. Alors ensuite, cette pièce est intéressante puisqu'en fait, c'est une pièce sur laquelle le client, on a parlé d'état de surface et de finition, de post-traitement, le client souhaitait avoir un rendu réellement type
injection. Ce que l'on fabrique, c'est toute la coque rouge que vous voyez là autour du clavier. On va pouvoir la voir également à la vidéo. Et donc, on a utilisé pour ce besoin-là une technologie un peu hybride qui est la coulée sous vide. Donc là, l'idée, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de fabriquer un modèle en impression 3D, apprêter les surfaces et ensuite faire un moule silicone et couler dans ce moule silicone des résines PU. Donc là, le gros avantage de cette techno-là, on part d'une pièce fabriquée en impression 3D et après on fait un outillage, une coulée, c'est qu'on a une surface lisse, vous allez le voir, on n'a pas du tout de granulosité de surface. On peut faire des marquages en surépaisseur, directement dans la masse. Vous le voyez là sur le côté. On a bien sûr des évitements qui sont faits pour le passage de la connectique, du clavier et autres. Et on a finalement une pièce qui ressemble assez fortement à ce qu'on peut obtenir en injection plastique. Surface parfaitement lisse, vous le voyez. Donc, l'avantage de cette techno-là, c'est l'état de surface et également la couleur, puisqu'on peut travailler sur n'importe quelle couleur et on peut avoir une couleur teintée dans la masse exactement comme ce que l'on obtient lorsqu'on utilise l'injection plastique. Et au final, ça génère bien évidemment un coût de pièce un peu plus élevé. En revanche, ça permet de répondre à un besoin intermédiaire qui se situe entre l'impression 3D et l'injection plastique. Si on revient aux problématiques économiques, nous fabriquons cette pièce à hauteur de quelques centaines de références par an. C'est une pièce qui coûte assez cher puisqu'elle coûte entre 60 et 70 euros, grosso modo. En revanche, vous avez vu la complexité de la pièce sur la vidéo. C'est une pièce qui nécessiterait, si on avait besoin de faire un moule d'injection plastique, un moule assez complexe, avec des coûts d'outillage extrêmement élevés. Et donc, on a là aussi un point de bascule qui n'est pas ridicule, puisque avant de fabriquer 1000 pièces, la technologie d'impression 3D suivie de coulée sous vide reste une technologie économiquement intéressante, avec là aussi l'intérêt de la flexibilité, puisqu'un moule, grosso modo, va sortir plusieurs dizaines de pièces et après, il faut qu'on en fasse un deuxième, il arrive en fin de vie. Et donc, ça donne aussi la possibilité de pouvoir faire évoluer le design tout au long de la vie du produit. Et est-ce que c'est on avait une question là de Vincent. Est-ce que ce sont des pièces qui peuvent être stockées à l'extérieur, qui vont résister finalement aux conditions environnementales, à l'humidité, au soleil? Est-ce que la matière finalement ne va pas se dégrader? Alors, bien évidemment, tous les projets que vous avez vus, ce sont des projets et des pièces qui sont montées sur des équipements série. Donc, ce sont des équipements qui sont utilisés dans des environnements divers et variés. Ça peut être à l'extérieur, à l'intérieur, sous contrainte thermique, mécanique. Et lorsque l'on est sur des processus déjà premièrement industriels et ensuite de véritable fusion de matière, et c'est généralement plutôt le frittage laser, les processus à base de poudre, frittage laser ou MJF, et également la coulée sous vide, on vient d'en parler. On est sur des processus de fabrication et des matériaux qui, une fois qu'ils sont transformés, ne bougent plus dans le temps. La fusion, on parle du frittage laser de poudre, on a une véritable fusion de matière. Une fois qu'elle est faite, c'est un PA12, c'est comme la fusion qui est faite en injection plastique, le produit ne se dégrade pas. Alors, bien évidemment, on a des limites mécaniques et les fiches techniques des matériaux permettent de les mettre en évidence, qu'il ne faut pas dépasser. Mais si on reste dans ce range de contraintes, c'est des choses qui vieillissent très bien et tous ces produits-là sont utilisés de manière série, clairement. Merci. J'ai deux derniers exemples un peu, on va dire, atypiques et différents de tout ce que je vous ai présenté jusque-là. Le premier, c'est une pièce d'aviation. C'est une sonde de prise d'air sur le côté du fuselage d'un avion. C'est une pièce qui est une pièce volante. Ça n'est pas juste une pièce prototype. Elle est montée en série sur les avions. On en fabrique une trentaine par an. C'est une pièce qui est fabriquée en polyamide à l'aide de la technologie de frittage laser, toujours. Et sur cette pièce-là, on fait un apprêtage-ponçage de la partie triangulaire intérieure que vous voyez sur la photo. Alors là, la pièce est brute, sortie de fabrication, avant apprêtage. Et cet apprêtage-ponçage permet à notre client de pouvoir peindre l'intérieur de cette pièce-là dans la même couleur que la carlingue de l'avion, le fuselage de l'avion. C'est une pièce qui est
coûteuse. On est sur un budget de l'ordre de 200 à 300 euros. C'est une pièce assez grande. Hein. On est, et je disais, elle est un peu atypique dans la mesure où on n'est pas comparé sur cette pièce-là à l'injection plastique, puisqu'elle est infaisable en injection plastique. On est plutôt comparé à de la chaudronnerie métallique. Et sur cette base-là, aujourd'hui, clairement, pour ce client, l'intérêt est un intérêt économique. C'est moins coûteux pour lui de fabriquer dans cette quantité-là, cette pièce-là, à l'aide de l'impression 3D, et également de bénéficier de toute la flexibilité dont on parlait, liée à l'évolution du design tout au long de la vie du produit. Et enfin, dernier exemple, l'outillage, j'en ai rapidement parlé, c'est le deuxième domaine qui se développe assez fortement aujourd'hui. On a ici une main de préhension qu'on va pouvoir voir également à la vidéo. C'est une main de préhension dont les deux bras, vous les voyez, bras gauche et bras droit, sont faits en multijet fusion, donc technologie HP. Et l'intérêt là est de pouvoir rassembler toutes les fonctions sur une seule et même pièce. Donc on a à la fois qui passe dans les bras des canaux de distribution d'air, on a des éléments de fixation. Si on retourne la pièce, on va pouvoir voir, on a fait tout un tas de nervurage de manière à alléger au maximum ces bras et limiter le poids transporté en bout de bras de robot. Et on a un ensemble, une main qui sort à la fois assez rapidement, dans des délais assez réduits, et à des coûts assez réduits, puisque l'ensemble de ces deux pièces, là aussi, c'est un coût de quelques centaines d'euros, peut-être 300-400 euros pour fabriquer les deux bras. Alors après, il faut assembler, bien évidemment, tous les actionneurs, les ventouses, les moteurs, les systèmes pour tirer au vide, mais on a un ensemble qui sort rapidement et à des coûts plus intéressants que ce qu'on pourrait obtenir si on faisait de l'usinage. Là aussi, on a uniquement une teinture noire de la pièce, de manière à éviter qu'elle se salisse lorsqu'on la manipule en atelier. Donc voilà, j'ai essayé de prendre des exemples assez variés. On a eu véritablement au début des pièces série de petite taille. Vous avez eu à la fois une vision un peu des extrêmes, avec d'un côté la coulée sous vide, de l'autre cette pièce d'aviation. On aurait pu trouver aussi des sujets du même type à l'autre extrême avec des pièces de toute petite taille que l'on aurait pu imaginer fabriquer en plusieurs milliers d'exemplaires. Ça, je l'espère, vous a permis de constater que la fabrication série n'est pas une vue de l'esprit. Il y a aujourd'hui une vraie réalité et un vrai intérêt à l'utiliser dans le cadre de la fabrication de pièces plastiques. Il faut néanmoins, à mon sens, bien mener ce travail dont on a parlé au début, d'analyse et d'étude, parce que l'impression 3D n'est pas la solution miracle qui répond non plus à tous les besoins. Elle apporte un certain nombre d'avantages, elle a aussi certaines limites, et on est là, nous, au quotidien, pour vous accompagner dans ce choix et dans ces fabrications. Alors, on est Merci disponible beaucoup, pour les Quentin. questions, je pense, là maintenant. Oui, il y en a eu quelques-unes, donc je vais les prendre un peu dans l'ordre, comme ça il n'y a pas de frustration. Il y avait notamment une question sur l'aspect finalement environnemental de la fabrication additive. Est-ce que finalement il y a un avantage à utiliser l'impression 3D par rapport à un autre procédé traditionnel? Moi, je pense par exemple au recyclage de la poudre sur des machines HP. Et donc, finalement, est-ce qu'on peut dire que l'impression 3D présente un avantage environnemental? Est-ce que c'est une méthode de fabrication qui va être plus verte ou pas? Alors, on a entre guillemets la chance de pouvoir maîtriser les deux processus, puisque chez 3D Prod, on fait de l'impression 3D, et chez Platex, une autre structure de notre groupe, on fait de l'injection plastique de manière assez importante, puisqu'on a 30 presses qui vont de 25 à 500 tonnes. Aujourd'hui, que ce soit côté injection plastique ou côté impression 3D, on peut dire que la totalité des déchets ou de la matière non utilisée est recyclée, clairement. Donc finalement, au regard du seul recyclage des matériaux, il n'y a pas une technologie qui prend le pas sur l'autre. En revanche, il est clair que au niveau de l'injection plastique, pardon, on est plutôt tenté de faire des stocks, dans la mesure où,
comme je l'ai expliqué, il y a des minimums de lancement et qu'on ne lance pas une fabrication simplement pour une ou deux pièces. Donc, cette constitution de stock, qu'elle soit faite d'ailleurs chez nous ou chez nos clients, peut amener à un petit peu plus de déchets, là où en impression 3D, on est censé quand même un peu plus facilement pouvoir travailler à la demande. Donc de ce côté-là, je dirais que l'impression 3D est un peu plus verte, puisqu'en fait, elle permet de s'affranchir de la constitution de stock et de la destruction qui va avec quand les produits sont en fin de vie. Maintenant, sur la production en tant que telle, je pense que quand même l'injection plastique est un tout petit peu plus écologique dans la mesure où elle a une productivité extrêmement forte et que donc du coup, si on rapporte le coût énergétique que dépense la machine pour pouvoir fabriquer la pièce, rapporté à l'unité de la pièce, il est un petit peu plus faible en injection plastique. L'inconvénient, c'est que par contre, on ne peut pas fabriquer de petites séries, ou en tout cas, il est très coûteux de fabriquer de petites séries. Donc, on en revient toujours à la même chose, c'est que je pense que réellement sur de faibles volumes, l'impression 3D est à la fois économiquement intéressante et écologiquement intéressante aussi, parce que elle permet de fabriquer une petite série sans lancer forcément tout un stock. Et dès qu'on bascule sur des volumétries importantes, là, l'injection plastique, à mon sens, garde la main, à la fois sur le côté écologique. Pour rester dans cette thématique, y a-t-il un REX sur la nocivité pour les opérateurs du PVC chauffé lors de l'impression par dépôt de fil? C'est une Alors, question un peu... nous, d'ailleurs, que ce soit en injection plastique ou en impression 3D, on ne transforme pas le PVC pour ces problématiques-là. Donc, je ne saurais pas répondre à la question. Le choix qu'on a fait, c'est de ne pas le transformer parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de contraintes liées aux émanations. Très bien. Alors, une autre question, est-ce qu'il existe des solutions d'automatisation avec donc, les imprimantes 3D, donc par exemple pour enlever les pièces, relancer une autre impression sans intervention humaine? Vous en avez un peu parlé en introduction, mais Oui, rapidement. tout à fait. Alors, aujourd'hui, il y a des automatisations qui existent, ou en tout cas, il y en a qui existent, et d'autres sur lesquelles les fabricants et les différents intervenants travaillent. On a le premier niveau d'automatisation qui concerne l'alimentation des machines en matière. Là aussi, si on compare à l'injection plastique, aujourd'hui, notre parc de presse injectée, il est alimenté de manière automatique par des robots d'alimentation. On a une salle matière où toute la matière est préparée et tout est envoyé en automatique via des conduites sous vide sur les machines. On commence à trouver, et on a, nous, en place des systèmes du même type aujourd'hui pour alimenter les machines. Donc ça, c'est un premier niveau d'automatisation en amont. En aval, au niveau de la finition, on commence également à avoir des systèmes automatiques. On a pour la stéréo des systèmes alors non pas de relance de machine, parce que finalement, le temps de la relance de machine est assez réduit, c'est quelques minutes. Donc si on le retire, ça ne change pas grand-chose. En revanche, sur la finition, c'est plusieurs heures, si on parle d'une production d'une machine, ça peut être plusieurs heures de finition. Et là, on travaille sur l'automatisation. On a aujourd'hui de l'automatisation, aussi bien en stéréo que en fritage, pour la finition des pièces. En stéréo, on a des systèmes de lavage automatique de pièces pour que les plateformes directement sorties de fabrication puissent être traitées et que au final, on ait des pièces sèches, propres à manipuler. Il reste quand même les supports à enlever, mais au moins tout le nettoyage de la pièce est effectué. Et en frittage, de la même manière, pour le dépoudrage et le sablage, on a des systèmes qui nous permettent d'automatiser un certain nombre de tâches. Donc, il y a des choses qui existent. Je pense qu'on n'en est qu'au début. Il est très important que les fabricants, et que ce soit de machines ou d'équipements connexes, continuent à travailler sur le sujet, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et que quand on parle de série, c'est un des points, non pas bloquants, mais assez coûteux, qui revient sur le tapis systématiquement. Et si on arrive à faire baisser ce coût de finition, on arrivera à augmenter la quantité de pièces que l'on peut fabriquer avant de basculer sur des technologies traditionnelles. Il y avait une autre question de la part d'Emilien. Est-ce qu'il existe d'autres technologies comme celle de HP qui permettent de réduire en fait les coûts et donc d'augmenter le point de basculement? En fait, comme je disais, si on parle de pièces techniques, les processus adaptés à la fabrication de pièces techniques sont assez limités. Il y a la coulée sous vide,
dont on a parlé, et les processus poudre, majoritairement. Les processus rési-liquide permettent de répondre à une partie des besoins, mais pas à tout. Donc on est plus généralement quand même sur les processus poudre. Processus poudre, c'est pas compliqué, il y a du frittage laser de poudre et du MJF. Donc c'est les deux techno majeurs. Au-delà de ça, on n'a pas d'autres technos qui permettent à la fois de fabriquer de véritables pièces techniques et également, pour répondre à la question, de réduire les coûts de fabrication. Il est clair que la technologie HP aujourd'hui génère une productivité un peu plus forte et donc permet d'avoir des coûts de revient un peu plus. Par rapport à ça, on a une autre question. Les coûts de production de série sur une HP ne seraient pas meilleurs que dans du frittage comme sur une iOS, par exemple. Est-ce que vous confirmez? Alors, ça va dépendre de la pièce, c'est certain, parce qu'on a des volumes qui sont différents. Et en fonction de la géométrie de la pièce et notamment des masses à fabriquer et de la densité de gâteau, si on parle de densité de gâteau, c'est la matière que j'ai à fabriquer dans un volume donné. Ça peut influer sur l'intérêt d'une techno frittage par rapport au MJF. Maintenant, très clairement, on constate que sur de la fabrication de pièces, on va dire, classiques, un boîtier ou de ce qu'on a vu, économiquement parlant, la technologie HP est un petit peu mieux placée. Maintenant, techniquement, elle a des avantages, le frittage en a également, et donc finalement le choix, il va plus s'opérer sur des critères techniques pour choisir entre le frittage et le MJF que économique. On a toute une série de questions sur plus l'activité de 3D Prod et ce que vous êtes capable aujourd'hui de faire. Donc là, vous nous avez montré des pièces qui sont relativement grandes. Du coup, il y avait Vincent qui se demandait si vous pouviez imprimer des choses très petites avec des petits trous, des détails très, très divers. Bon, vous nous l'avez dit au début, hein, je pense que vous êtes capable d'atteindre des tailles assez petites, mais je pense que c'est intéressant peut-être de rappeler justement ce que vous êtes capable de faire en termes de taille. Alors, oui, on peut aller finalement jusqu'aux limites que nous permettent d'atteindre les processus. On a parlé beaucoup de frittage. Lorsque l'on est sur des détails très fins, on est plus, ou en tout cas on essaye d'orienter un peu plus nos clients sur la stéréo. La stéréo, on n'en a pas parlé là, mais on fait aussi des fabrications de série en stéréo. C'est pas quelque chose qui est totalement inenvisageable. On a juste des résistances mécaniques un peu plus faibles. En revanche, en termes de détail et de précision, on est sur des niveaux de détail beaucoup plus fins et on peut aller jusqu'à des pièces de quelques millimètres. Sur le frittage, on peut imaginer avoir on prenait l'exemple si on prend l'exemple du premier sujet, le boîtier de commande électrique, celui-là, on a des tout petits trous à l'intérieur qui viennent accueillir les connecteurs. Bon, bah ça sort sans qu'on ait à faire de reprise particulière. Euh, Certes, ça n'est pas peut-être d'une concentricité parfaite, mais en tout cas, les orifices sortent, ils sont fonctionnels, ils permettent d'assembler le produit. On va pouvoir le voir si on arrive à zoomer sur la partie centrale. Ils permettent d'assembler le produit et donc d'avoir une pièce qui est totalement fonctionnelle. On le voit là. Donc ça, ce sont des trous qui sont faits directement dans la fabrication, c'est des trous qui sont de l'ordre d'1 millimètre de diamètre, 1 ou 2 millimètres de diamètre. Donc on arrive à avoir des géométries assez petites. Et vous voyez qu'on a une finition qui est quand même assez propre sur ces zones-là. Donc on arrive à faire pour répondre à la question, des détails de petite taille. Et s'il faut aller encore plus loin, on peut aussi basculer sur d'autres technos. Et comment est-ce que vous estimez le prix d'une pièce aujourd'hui? Alors le Le prix d'une coût, je pièce, pense. c'est assez simple. Il est lié au volume matière utilisé et à l'encombrement de la pièce. On prend toujours ce même exemple. Entre une balle de golf qui fait un volume de, je dis n'importe quoi, 100 cm3, et une MacMonde en dentelle qui fait également un volume matière de 100 cm3, mais qui a un encombrement tout autre, le coût de fabrication est bien évidemment très différent. Donc aujourd'hui, clairement, ce sont ces deux paramètres-là uniquement qui sont utilisés pour pouvoir évaluer le prix de la pièce. Et puis, en fonction des technos, de leur vitesse de fabrication et des matériaux utilisés, qui ont des coûts différents, on, on applique des facteurs qui nous permettent d'obtenir le prix pièce.
On va juste revenir sur des détails que vous aviez dit en tout début de présentation, notamment sur la norme de tolérance que vous utilisez. Oui, Est-ce que vous pouvez juste la rappeler? C'est quelle norme? alors, bon, on en utilise plusieurs, mais on fait référence souvent à la NFT 58000, qui est une norme d'injection plastique classique, pour laquelle on est capable de rester dans la classe normale de tolérance au niveau de la fabrication de pièces en frittage ou en stéréo d'ailleurs. Donc ça, c'est NFT 58000, classe normale. C'est vraiment le standard chez nous aujourd'hui en termes de respect dimensionnel. Et est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que la coulée sous vide? Parce que je sais qu'il y a eu des petites questions à ce sujet. Juste Alors, rappeler. la coulée sous vide, oui. Donc en fait, c'est véritablement quelque chose qui se situe entre l'impression 3D et l'injection plastique. Donc, qu'est-ce que l'on fait? On fabrique une pièce en impression 3D, généralement en stéréolithographie. Cette pièce-là, on fabrique exactement la même pièce que celle que vous voyez à l'écran. On la fabrique en stéréo. On apprête et on ponce les surfaces, ou en tout cas, on n'apprête pas nécessairement, mais on ponce les surfaces de manière à supprimer l'effet de stratification, avoir des surfaces lisses. On peut imaginer refaire des perçages aussi s'il faut. Bref, on essaye d'avoir une pièce conforme en termes de finition à ce que souhaite le client. Et une fois qu'on a cette pièce-là en stéréo, on fait un moule silicone autour de la pièce, on le laisse durcir, on ouvre ce moule, on retire le modèle, la pièce, on referme et on coule à l'intérieur de ce moule-là, comme on pourrait le faire en injection plastique, des résines PU, polyuréthane, avec, c'est le cas ici, une coloration, donc des pigments, pour pouvoir obtenir la coloration voulue. Et donc finalement, on a un processus de fabrication qui s'apparente un peu à l'injection plastique, c'est comme un moule d'injection. On a des noyaux à retirer, si on a des contre-dépouilles, etc. Donc c'est un processus un petit peu manuel, mais qui permet, dans le spectre que l'on a décrit sur ce projet-là, faible quantité de pièces, quelques dizaines, quelques centaines de pièces par an, pièces très complexes qui nécessiteraient un moule avec, vous le voyez bien sur cette pièce-là, si on voulait faire un moule d'injection, il y aurait des mouvements dans tous les sens, qui permettent de répondre à un besoin de petites quantités de pièces avec, un délai là aussi plus réduit que ce qu'on pourrait obtenir en injection plastique, puisque à partir du moment où un design est défini, il faut 1 à 2 semaines pour pouvoir avoir la série de pièces en coulée sous vide. Et combien est-ce que vous avez réalisé de pièces déjà avec ce moule, avec cette technique, sur cet exemple? Alors, au global, c'est un ensemble qui, ce sont des pièces qu'on fabrique à hauteur de, on a plusieurs versions, ça c'en est une parmi d'autres. On les fabrique en moyenne entre 50 et 100 exemplaires par an. Alors, comme je l'ai dit, un moule de coulé sous vide a une durée de vie assez limitée, de quelques dizaines de pièces, en fonction de la résine qu'on coule. Ça peut être 10 pièces comme 30 pièces, ça dépend. Mais ce qui est certain, c'est qu'au-delà d'une certaine limite, le moule arrive en fin de vie et donc on est obligé d'en fabriquer un nouveau. Donc on refabrique un nouveau moule, on recoule des pièces et ainsi de suite. Donc ça, c'est un peu le Une autre question par rapport à la coulée sous vide. Est-ce que vous utilisez la même qualité de silicone selon la quantité de pièces à faire? La même qualité de silicone que, pardon, excusez-moi. Selon la quantité de pièces à faire. Alors nous, on utilise un seul silicone. On a, je dirais qu'un petit peu comme dans toutes les technos, que ce soit d'ailleurs en impression 3D ou en coulée sous vide, on teste un ensemble de matières, on valide un certain nombre de matières qui nous conviennent de par leur capacité à être travaillées et à être transformées, et aussi leurs caractéristiques techniques une fois transformées. Donc le silicone, comme tout ce qu'on utilise, que ce soit en dépôt de fil, en frittage laser, en stéréo, on valide des résines, on valide des matériaux avec lesquels on sait travailler et surtout on a une certaine stabilité de fonctionnement dans le temps. Et donc on utilise, pour répondre à la question, en coulée sous vide, un seul silicone aujourd'hui. En termes de moule, là on a parlé de moule, silicone, mais on fait aussi de l'injection et de la coulée sous vide de silicone dans le silicone, c'est-à-dire que ce moule en silicone peut aussi permettre de fabriquer des pièces en silicone, ça c'est des choses que l'on fait. Et là, quand on injecte du silicone et non plus des résines PU dans ce moule, on a plusieurs variables ou variantes de silicone pour avoir plusieurs duretés. Et encore sur ce sujet, je pense la dernière question sur la coulée sous vide, mais on se demandait si finalement on pouvait faire
ce moule en impression 3D, mais avec du PLA? Est-ce qu'on est obligé de passer par la stéréolithographie? On peut le faire en PLA, on peut le faire en frittage, on peut le faire dans n'importe quelle techno, on pourrait le faire même en usinage. Ce modèle, si on parle bien du modèle qui permet de faire le moule au final, oui. Alors après, il y a une petite limite, c'est que il faut que tout ce qui est surface de démoulage, paroi verticale, il faut qu'elle soit suffisamment lisse pour pas accrocher au moment de l'éjection de la pièce, d'abord du modèle et après des pièces coulées en, en résine. On fait d'ailleurs souvent du surmoulage en silicone, c'est-à-dire qu'on prend des pièces fritées, polyamide chargé vert pour leur résistance mécanique, et on vient surmouler, par exemple, le meilleur exemple, c'est le volet de climatisation. On vient avoir une âme en fritage polyamide chargé vert, et on vient surmouler tout autour un petit joint silicone souple pour pouvoir valider, là dans le cadre du prototype, le nouveau design. Et ça permet d'avoir à la fois une pièce mécanique qui résiste thermiquement et mécaniquement aux contraintes, et sur toute la partie périphérique du silicone souple pour faire l'étanchéité. Alors, on va prendre les dernières questions. Est-ce que vous pouvez revenir sur les secteurs les plus à même de passer à l'impression 3D en série? Alors, c'est un peu comme si on disait quels sont les secteurs qui pourraient avoir un intérêt à utiliser l'impression 3D dans le domaine du proto. C'est un peu la même chose. Je dirais que tout secteur qui conçoit et produit ou fait produire des pièces plastiques peut avoir un intérêt à basculer sur l'impression 3D. Vous avez vu au travers des exemples divers et variés. Je pense que pour partie de ces clients-là, c'est des clients qui n'imaginaient pas, peut-être il y a quelques années, utiliser l'impression 3D, et qui, en comprenant, comme j'ai expliqué, comprenant ce qu'elle était capable de faire, quels étaient les avantages, quelles étaient les limites, ont basculé sur l'impression 3D. Donc je pense qu'il n'y a pas véritablement de secteur à proprement parler. Il y a plus une quantité de pièces et une géométrie de pièces. Je pense que c'est peut-être plus par cet axe-là qu'il faudrait aborder la question. C'est que dès qu'on va avoir des pièces qui sont plus grosses que celles que vous voyez à l'écran là, cette pièce rouge, ça va être compliqué. Un capotage de distributeur de boissons, clairement, aujourd'hui, c'est inenvisageable. Des pièces de 2 mètres, techniquement, c'est faisable, mais en termes de coût, ça n'a aucun intérêt. Donc, en fait, à mon sens, c'est plutôt des pièces de petite taille. L'histoire du paquet de cigarettes, c'est pas mal, hein, dans un encombrement de ce type-là, avec des quantités de l'ordre de quelques centaines, quelques milliers. Et lorsqu'on est dans ce spectre-là, on peut commencer à réfléchir et se dire, bon, OK, économiquement, ça peut avoir un intérêt, et maintenant, je descends sur les critères techniques. Est-ce que techniquement, ça répond à mon besoin? Est-ce que l'état de surface, je peux m'en satisfaire? Est-ce que je fais une finition? Est-ce que je fais une peinture, etc. Il y a eu deux questions. Est-ce que vous faites de la production en série avec du FDM? Alors, on fait de la production en série en FDM. Aujourd'hui, ça reste anecdotique. Pourquoi? Parce que le FDM est un processus de fabrication assez lent. Et donc, du coup, c'est adapté à une petite volumétrie de pièces. Dès qu'on va vouloir faire 1000 pièces, c'est un petit peu plus compliqué. Et dans ce cas-là, on bascule, bien sûr avec l'accord du client, mais on a plutôt intérêt à basculer vers une techno frittage ou MJF ou même stéréo. Donc on fait de la production série en MJF, mais très rapidement, s'il y a des volumétries importantes, en fait, on a des délais de fabrication qui sont assez longs, et du coup, ça grève un petit peu, ça limite un petit peu l'intérêt de la techno. Et du coup, on va terminer par la question de Jean-Louis. Vous nous avez montré des exemples qui sont des produits à usage industriel. Mais est-ce que vous avez rencontré des usages finalement plus grand public? Oui, alors comme je le disais, nous, on est limité aux besoins de nos clients. Aujourd'hui, majoritairement, ce sont des besoins industriels. Clairement, on a fait des fabrications pour des besoins particuliers, mais ça s'apparente plus à du prototype que à de la petite série. Aujourd'hui, clairement, je n'ai pas connaissance de sujets de petite série qui aient été utilisés, fabriqués en impression 3D, qui aient été utilisés par des particuliers. C'est généralement plus de la pièce unitaire et du prototype. Écoutez, merci beaucoup Quentin, en tout cas pour votre éclairage, pour les réponses aux questions.
Je vous invite Merci à à vous. retrouver, ouais, du coup, le replay sur 3D Native et sur notre chaîne YouTube. Je pense qu'il sera disponible à partir de jeudi. On aura un prochain webinaire en septembre, donc n'hésitez pas surtout à revenir. Ce sera indiqué dans notre newsletter aussi si vous n'êtes pas inscrit. Merci encore Quentin et merci à tous pour votre participation et vos questions. À bientôt.